Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode très spécial de la Mental Health Radio. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stencia, je suis danseuse, entrepreneur et créatrice du média Beautiful Panéré, sur lequel j'aborde les problématiques vécues par les personnes racisées et queer racisées. J'ai commencé à parler de santé mentale depuis 2022 exactement, après avoir vécu une dépression et un burn-out, et parce que j'estimais qu'il était important de faire allusion et de parler surtout de santé mentale au sein des communautés afro-descendantes. C'est important pour moi de donner la parole aujourd'hui à des actrices de la scène artistique, musicale, culturelle, parisienne et européenne, parce qu'on est les premiers touchés justement par ces problèmes de santé mentale et on n'en parle pas à cause du tabou qui pèse sur ces questions de santé mentale justement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne que j'aime beaucoup, énormément. C'est une personne qui m'inspire de par sa bonté d'âme, de par sa singularité, de par son art. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours beaucoup inspirée et dont j'écoute énormément la musique. Comment ça va, le Duke? Hello, ça va super, hein. Face à toi, ça ne peut que aller. Et je te remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais, avant tout, parce que voilà, ça fait du bien d'être proche de personnes dont tu es admiratif, genre de ce qu'ils font dans leur vie. Ouais. Et moi, outre le fait que je t'aime en tant que personne, j'ai apprécié énormément ce que tu fais, ce que tu proposes. C'est, voilà, voir ça, là, quand je suis rentrée, j'ai vu ça, j'étais trop fière de toi, tu vois. Bravo pour tout ce que tu fais. Voilà. Je tenais à te le dire, je suis fière de toi. Merci beaucoup. Très important ce que tu fais, de donner ce genre d'espace de parole où on parle de deep, mais de vérité. C'est très important parce que ça permet à des gens de se reconnaître, de s'identifier. Et voilà. Je me rappelle encore quand tu m'avais tendu la main pour ça et je t'en remercie encore une fois. Merci. Merci beaucoup pour tes mots. Franchement, ça me... sincère, Franchement, ça me touche trop. Ah oui, il fallait déposer ça. Quoi. Merci. Franchement, ça me touche beaucoup et c'est important pour moi surtout de donner la parole à des artistes comme toi, à des artistes aussi qui sont visibles, qui sont mainstream, qui sont connus aussi d'un certain public, tu vois. Parce que je pense précisément que ce sont les personnes comme toi qui, dès lors qu'elles parlent, en fait, changent les choses et permettent du coup une identification plus facile par la suite, tu vois. Du coup, je t'ai demandé comment ça va, mais comment ça va vraiment? Genre, tu te sens comment aujourd'hui? Là, ça va, hein, alhamdoulilah. On arrive vers le dernier virage là je dirais même la dernière ligne droite. Hein. Mon album est enfin prêt. Bravo, bientôt. On est tous très contents. Après 3 années de... Purée, 3 ans. Ouais, parce que j'ai mis du temps. Ouais. Et cela, c'est en partie à cause de ces dénis de dépression qu'on avait déjà évoqué auparavant, ce qui m'a mis aussi dans une période de trouble, mais qui était importante aussi. Et j'ai jamais voulu me précipiter et j'ai voulu prendre le temps. J'avais pas envie de bâcler, en vrai, parce que pour moi, la musique, je le prends comme un exercice de vie où je retranscris exactement mes émotions et ce que j'ai à dire. Et j'étais pas forcément prêt, j'avais pas forcément les épaules à cette époque de pouvoir sortir cette œuvre, parce que quelque part c'est vraiment un reflet de ma vie, d'une vie que j'ai eue, où je suis passé d'un extrême à l'autre, où j'ai décrit vraiment au maximum ce que je ressentais à travers mes musiques. Parce que moi je pense foncièrement que déjà tout art est une forme d'expression très importante et qu'on se doit d'être le plus vrai et de se mettre le plus à nu pour retranscrire la meilleure vérité possible. Du coup, moi, à travers la musique, j'exprime vraiment des histoires qui se sont vraiment passées dans ma vie. Genre que ce soit à travers... il y a beaucoup d'histoires d'amour, du coup. Ça parle beaucoup de femmes, de mes relations que j'ai eues avec ces femmes. Des relations qui m'ont peiné, des relations qui ont été exceptionnelles, qui m'ont apporté. Elles m'ont toutes apporté quelque part, mais de manière différente. Et dans cet album, c'est différentes notions d'amour. C'est-à-dire qu'au-delà des femmes qui ont représenté cet album, il y a aussi des figures emblématiques de ma vie qui symbolisent ce que je suis aujourd'hui, tel que mon père, tel que ma mère. Et voilà, c'était un tout que je devais prendre ce recul et être apte. Du coup, c'est ce qui a mis 3 ans, quoi. Incroyable. Mais c'est grave drôle que tu parles de ça, justement, et du lien, en fait, entre, tu vois...
l'histoire, en fait, ton histoire et comment tu mets tout ça dans ta musique et comment, tu vois, ça te permet aussi d'exorciser, en fait, tout ce que tu as vécu, tu vois, et toutes les étapes par lesquelles tu es passé. 3 ans, c'est beaucoup, mais à la fois, 3 ans, c'est rien dans une vie, Ça tu passe vois. trop vite, ouais. Et ton évolution, elle est aussi exceptionnelle, en vrai, tu vois, parce que pendant ces 3 années, t'es passé par plein d'étapes, t'es passé par plein de moments différents. Tu t'es vu aussi de 1001 manières. Et là, aujourd'hui, en fait, t'es une toute autre personne qui a un certain recul. Et je pense justement que rien n'arrive par hasard. Et c'est précisément à cet instant-là que doit sortir ce titre, tu vois, avec le recul que tu peux avoir. Et justement, en fait, moi, je me posais une question parce que je trouve, en effet, que ton travail, que ce soit tes dessins, que ce soit ta musique, ou toi-même en général, t'es quelqu'un de très authentique en fait dans tes émotions et dans la manière dont tu vas les communiquer. Et je trouve, du coup, pour beaucoup écouter ta musique, que ta musique, elle est grave imprégnée justement de toutes ces choses en fait, de ton histoire finalement, tu vois, de toutes tes histoires de vie. Et moi, je me posais la question de quel lien en fait tu fais, comment tu fais le lien entre ton état de santé mentale et ta créativité, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à lier les deux, tu vois, à marier les deux pour créer quelque chose de beau? Déjà, ça démarre en vrai, moi, de base, comme tu le sais, je suis illustrateur. J'étais dans une école d'art spécialisée en bande dessinée. Et la musique, c'est arrivé, voilà. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit que je ferais de la musique, je t'aurais rayonné tellement c'était impossible. Impossible pour moi de penser à ça. J'étais dans mes scénarios de bande dessinée. Je les ai toujours. J'ai plusieurs projets de romans graphiques à mon actif. Et en fait, même à travers ces romans graphiques, j'ai toujours eu cette passion de lier la vérité, lier ce qui se passe dans ma vie à travers des histoires que je romance. Fantastique pour la plupart parce que je suis grave fan d'Heroic Fantasy, Le Seigneur des Anneaux. Je bouffais ça quand j'étais en CE1 déjà. Ouais. Mais voilà, j'ai toujours cette notion d'exposer du vrai en termes de contenu. Et de là, en fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Je vais pas raconter de braquage, de quoi. Non, je vais raconter ce qui se passe vraiment, tu vois. Et moi, ce que j'aime le plus raconter dans ma vie, moi, c'est les formes d'amour. Je trouve que c'est tellement beau, l'amour, déjà, sur tellement différentes formes. C'est-à-dire que c'est beau, c'est douloureux. Et je suis quelqu'un de très, très sensible. Et j'accepte ces émotions-là. Pour moi, par exemple, je pleure facilement, il y a beaucoup de choses qui m'émeuvent et je trouve que c'est important de chérir cette émotion. Il y en a qui arrivent à ne pas la voir et qui n'arrivent à ne pas pleurer. Et ça, je trouve ça fort aussi parce que c'est un choix aussi. Tu vois. Moi, j'ai fait le choix de l'accepter. C'est-à-dire que des fois, ça va pas. Je pète un coup, je pleure, mais ça me fait du bien. Je ressors vraiment puissant et je respecte autant cette émotion-là que l'euphorie aussi. Comme le rire, qui est une partie très importante, partie intégrante de moi-même, tu vois. Chez moi et la tristesse c'est grave. Après faut pas en abuser comme pour le rire, tu vois. Bien sûr. Faut un équilibre dans tout. Ouais, grave. Et moi la musique ça a été vraiment une porte de sortie, une bouffée d'air frais à travers tout ça, c'est-à-dire que exprimer mon ressenti à travers mes peines de cœur, à travers mes joies, c'était beau en plus de faire ça en famille. Parce que j'ai commencé ça avec Bama Oyende, qui est DJ, un très grand DJ que nous connaissons très bien. Qu'on connaît très très bien. C'est lui qui m'a permis de pouvoir être ce que je suis aujourd'hui en termes de musique, parce que ça a commencé, j'ai l'habitude de dessiner avec ma meilleure amie de l'époque qui s'appelle Raj, son nom d'artiste, qui était la copine de Bama Ouest. On dessinait chez moi, on dessinait chez elle, et des fois on dessinait chez Bamao. D'accord. Et je sais pas, un jour, il me dit « Ouais, négro, t'es pas chaud, tu poses en Wolof sur un beat que j'ai fait, je dois l'envoyer pour NTS. » Il savait que je parlais bien le Wolof, tu vois. Du coup, je me suis prêté au jeu et je l'ai fait. Bon, c'était éclaté, le son, il était éclaté au sol, tu vois. Il faut un début à tout. Après coup, tu vois, on l'a refait. Ah non, il voulait rien dire. Faudrait qu'on le retrouve parce qu'il veut rien dire, le son. Quelques temps plus tard, il m'a reproposé de le faire. Et après, j'y ai pris goût. On a commencé à en faire. Et la première fois où j'ai vraiment compris que j'avais vraiment envie de faire de la musique, c'est la première scène que j'ai faite. La première fois où j'ai joué devant un public, c'est là où je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Pour 2 choses. Déjà, la première, c'est que moi, j'ai fait du théâtre dans ma vie. Je pense que le théâtre, c'est un exercice de vie qu'on devrait tous faire. Parce que c'est vraiment ça qui arrive à te faire sortir de ta zone de confort et à te faire comprendre
et à gérer tes émotions. Ouais. Qui tu es, pourquoi tu le fais. C'est-à-dire que des fois, tu peux arriver au théâtre, à ton cours de théâtre, au départ, t'es trop clinquant, tout va bien. Et en fait, tu ressors là, tu vas jouer le day, là, ce soir. Ouais. Tu vas jouer le day pendant 3 heures, tu ressors, t'es lessivé, Ouais. mais t'es parti tellement d'un extrême à l'autre où t'as cette ambivalence qui est trop importante. Ouais. Du coup, la scène, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié de ce côté-là. Et en fait, le fait de jouer mes morceaux qu'on avait commencé de la chambre de Bamao en passant par le studio et de me retrouver sur scène face à des gens, des potes à moi qui me connaissaient en tant qu'illustrateur, qui me voient jouer des morceaux où j'ai déclaré des choses intimes que je ne pensais jamais jouer. Et même face à des gens qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Bien qui disaient, sûr. qu'est-ce qu'ils racontent là en Wolof, le négro là, tu vois. C'était waouh. Je vois ce que Je disais, tu veux ok, dire. d'accord, ça, on va creuser. Donne-moi l'appel, Bams. Je veux voir ce qui se passe là-haut. Ouais, je vois. Là, en bas, tu vois. Et c'est ce qui m'a permis de continuer, d'avancer. Ouais. Et pour moi, voilà. Je me vois pas faire de la musique toute ma vie, tu vois. Mais c'était un exercice de vie que je devais continuer de faire. Je vois grave. Et c'est pour ça que cet album-là, il a pris ce temps. Vraiment. Parce que je voulais vraiment... prendre le temps aussi. Voilà. Ouais, je vois. Et ce qui est le plus beau, c'est que, au final, tu vois, il y a une personne, un mentor, c'est voilà, l'une des femmes les plus importantes de ma vie. Elle s'appelle Bonnie Banane. Pour Ouais. moi, dans ma vie, c'était au moment où on avait commencé à faire notre premier live en public et tout. Je jonglais encore à cette époque entre mon école d'art spécialisé en bande dessinée et la musique. Et j'étais arrivé à un point où je stagnais et j'avais du mal à jongler. Et j'oublierai jamais, c'était un jour, à cette époque, on vivait tous les deux dans le 18e. On avait l'habitude de se prendre des thés à la menthe, souvent dans un bar rue d'Hauteville. Et un jour, j'arrive, pochette en main, dans ma tête, décidé à arrêter la musique. Ok. Vas-y, ça suffit les bêtises, Mag. Des trucs en Wolof, là, c'est bon. Ouais. Et j'arrive, je dis, ouais, vas-y, Babou, c'est die. J'arrête la musique, ça suffit des conneries. Je me remets dans mon école, je vais retaper l'année que je dois retaper. Et je vais continuer mes projets de roman, quoi. Elle m'a mis une pression en mode, non, c'est die, Mag. T'arrêtes pas la musique. Mais là, tu vas arrêter le dessin, s'il te plaît. Oh, waouh. Elle m'a dit, là, t'as trop le nez dans tes crayons, dans tous ces trucs, t'as fait ça toute ta vie. Ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé à dessiner depuis tout petit. Ouais. La famille de ma mère, c'est une grande famille de peintres. J'ai des oncles qui sont à l'Académie des Beaux-Arts de Dakar. Bref, j'ai baigné dedans. Ouais. Et elle me dit, là, stop. Là, il y a la musique qui est venue, il y a un truc à faire. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc à faire. Ouais. Elle m'a dit, fais, tu verras la musique, le dessin, tu vas le reprendre plus tard. Ouais. D'une manière, on sait même pas. Ouais. Mais s'il te plaît, vas-y, fais-moi confiance. J'ai tellement bu ces paroles que j'ai arrêté. J'ai arrêté le dessin, j'ai arrêté l'illustration jusqu'à là. Jusqu'à l'année dernière. Ouais, là, c'est vrai, c'est là que depuis, t'as repris, ouais. Et ce qui est le plus fou, c'est que quand je lui ai dit, il y a pas longtemps, on s'est vu, je lui ai dit, ouais, bébé, je voulais te dire merci. J'ai repris le dessin. Là, je compte sortir un roman graphique qui répond à mon album. Et j'ai repris le dessin de la meilleure des manières. Et ça, c'est grâce à toi. Ouais. Et je lui raconte cette histoire. Clou du spectacle, elle s'en rappelle même pas. Incroyable. Incroyable. Elle se rappelle même pas de m'avoir dit ça, tu vois. Ouais. C'est ça qui est beau. Tu vois, des fois, tu changes le parcours de gens à Mais travers des phrases, tu t'en souviens même pas. Pour toi, c'est une phrase que tu as sortie comme ça. Ouais. Et ça a changé leur destin, quoi. Je vois grave ce que tu veux dire. Tout à l'heure, tu me parlais d'amour, justement. Et je trouve que l'amour, enfin, plus j'apprends à te connaître et plus je trouve en fait que c'est quelque chose qui te caractérise énormément. Je trouve que t'es quelqu'un vraiment qui est amour et tu brûles d'amour pour les choses, pour les gens, pour ton art, pour tout ce qui t'entoure en fait, même la nature, tu vois. Enfin, t'es quelqu'un aussi de très spirituel. Et je trouve que c'est important justement dans un monde qui manque cruellement d'amour, et on voit aussi l'actualité, toutes les barbaries qui peuvent se passer, notamment en Palestine. Enfin, c'est extrêmement triste. Et je voulais te demander, c'est quoi ton rapport à l'amour, et quelle a été la chose qui a été la plus destructrice pour toi en amour? Parce que l'amour, ça peut être à la fois extrêmement beau, mais ça peut être aussi un sentiment très violent, tu vois. Et c'est quoi ton rapport à l'amour? Comment est-ce que tu vis ça? Et qu'est-ce qui t'a détruit le plus? Ou qu'est-ce qui t'a marqué le plus en amour? Ce qui m'a marqué le plus, là, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que déjà, l'amour ne fait pas tout. Ouais. Quand tu te rends compte que l'amour ne fait pas tout dans une relation où deux personnes s'aiment foncièrement, mais tu vois que c'est pas assez. Tu vois que vous pouvez vous aimer, mais s'il n'y a pas certaines choses qui sont fixées, il n'y a pas certains paramètres qui sont mis, tu vois, les termes, ils sont en raccord, et qu'il y a une certaine fluidité mutuelle dans le sens où il y a les concessions qui s'opèrent, il y a un respect mutuel, une considération, je sais pas, il y a plein de facteurs qui font que, voilà, ils sont aussi importants que l'amour, tu vois, et que tu peux aimer une personne
c'est pas assez finalement, tu vois. Ça, je parle dans une relation de couple et dans une relation de duo, tandem et manière d'avancer. Ouais. Après, c'est quand tu aimes quelqu'un et que la personne ne t'aime pas en retour pour diverses raisons. Moi, dans mon cas, c'est le fait, tu vois, dans l'amour entre enfants et parents, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose de douloureux, par exemple, d'avoir ce manque d'amour plutôt. Ouais. C'est un fait. Soit c'est quelque chose que tu as expérimenté? Oui, moi, c'est à travers mon père, où j'ai eu j'ai pas eu la relation escomptée que j'aurais voulu avoir avec lui. Et heureusement que j'ai eu cette relation si enrichissante de l'autre côté avec ma mère, ce qui a fait que je n'en ai pas vraiment ressenti le manque. Ouais. Je l'ai ressenti à travers certains aspects en termes de comparaison avec, des proches que j'avais qui avaient cette figure-là. Ouais. Que moi, je ne l'avais pas, c'est à ces moments-là, mais ma mère a endossé ces 2 casquettes, elle l'a endossé tellement bien, c'est spectaculaire. Mais même avec ces 2 casquettes en poche de la part de la daronne, tu vois, il y a quand même cette figure paternelle qui n'est pas là, parce que même si elle endosse le rôle, il y a certaines choses que, c'est quand même le manque est là. Et surtout en tant que... moi je suis d'origine sénégalaise. En Afrique, la place du daron, elle est si importante et elle est si centrale. Bien sûr. Et c'est une marque aussi à de maintes reprises, une marque d'abandon aussi, malheureusement, qu'on peut retrouver sur différentes formes. Bien sûr. Et c'est un tout. Et moi, c'est ces 2 choses-là qui me font, ça me fait réagir à ça. Ouais, je vois. Qui me fait penser. Et selon toi, pourquoi de plus en plus, en fait, dans nos industries artistiques, on va consommer, en fait, ces béquilles, on va avoir recours, en tout cas, à ces béquilles qui, initialement, sont juste là, soit pour faire la fête, mais on en a un usage quotidien, donc dangereux. Ouais, parce que déjà, de prime abord, elles sont faciles d'accès. Elles sont démocratisées d'une manière... c'est dingue. Et il y a différentes classes, en fait, sous différentes classes sociales. C'est-à-dire que si t'as pas les épaules, déjà, tu te sens obligé d'en avoir quelques-unes, tu vois, avec toi pour faire comme les autres, entre guillemets. Ouais, je vois. Et tu te rends compte qu'au final, déjà, entre nous, déjà dans le monde de la nuit, c'est omniprésent. C'est omniprésent. Ça rend les conversations, les échanges avec les gens superficiels, je trouve. Ça part de small talk, qui ne sont d'aucune utilité. Je sais pas, pour moi, il n'y a plus vraiment de profondeur. Et je trouve que déjà, de prime abord, on est déjà une génération assez judgmental, dans le sens où la manière dont on se vend, la manière dont on se fait critiquer, la manière dont de base, on part d'un truc où on exprime juste ce que l'on ressent. Moi, par exemple, la musique que je fais, c'est ce que je dis. Je déclare juste ce que je ressens. C'est pour ça que je suis autant à l'aise de pouvoir mélanger le Wolof avec le français ou même avec un peu d'anglais. Parce que c'est quelque chose que j'avais envie d'exprimer, tu vois. Et que, malheureusement, si tu regardes bien, il y a des... Tu vois, moi, la musique que je fais, par exemple, moi, je la fais vraiment pour moi. Genre, afin d'exprimer le maximum de ce que je suis pour les gens, pour leur partager ce que je suis. C'est pour ça que dans mon album, il y a un mélange entre l'afro et le rock. Associé à du baile funk, c'est parce que c'est ce que je voulais retranscrire. Ouais, ce que tu voulais raconter. Mais je me rends compte, par exemple, que ça fait tâche un peu par rapport à ce qui se fait en général, parce que déjà, il y a une certaine stigmatisation, entre guillemets, de volonté de faire. C'est-à-dire que ça soit là, admettons là, on fait un exemple dans la musique. Si tu fais pas vraiment ce que les gens font, on va si t'es pas dans l'air du temps, déjà, ça va être bancal pour que tu trouves un label forcément qui soit... Parce que forcément, tu vas pas Bibi comme les autres, ils vont forcément vendre, tu vois. Ouais. Tu vas forcément rester dans cette case de niche. Et du coup, ça, il n'y a aucun intérêt dedans. Alors qu'au final, c'est ça qui se perd un peu. Et moi, les gens, ils se prennent vraiment des tartes avec moi juste quand ils me voient en live, quand ils me voient performer. Je vois. Du coup, moi, c'est plus une palette où il y a un... Tu vois, c'est un menu, c'est une formule, genre entrée, plat, dessert. Le dessert, tu vois pas ce que je veux dire. Mais sinon, voilà, j'aurais pu ne pas faire ce choix-là et d'aller dans le créneau et la fréquence que tout le monde fait. Voilà, faut faire ci, faut faire comme ça. Mais tout à l'heure, tu as parlé justement de quelque chose de super intéressant, en fait, du fait que aujourd'hui, en fait, si on retourne en tout cas sur le sujet de ces béquilles, tu vois, en tout cas de la manière dont on va consommer en fait ces substances-là aujourd'hui. Tu parlais
t'as employé le terme banaliser, en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper réel. C'est que je trouve que notre génération, et c'est absolument pas un jugement, bien entendu, je ne veux juger personne, et c'est vraiment important, encore une fois, pour moi, qu'on puisse avoir ces discussions de la façon la plus safe possible. Mais c'est vrai qu'on le banalise de plus en plus. Je me rappelle, j'avais invité justement dans mon émission sur Rins, Lola on dit quoi, qui parlait en fait de ça justement, et qui disait en fait que parfois, parce qu'on doit tenir, et parce qu'on doit travailler, parce que si tu travailles pas en tant qu'artiste indépendant, bah, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas gagner ta vie. Et du coup, il y a cette charge mentale de tenir et d'être performant pendant des heures et des heures et des heures. Et du coup, t'en viens à consommer des choses pour pouvoir tenir. Et du coup, on rentre dans un engrenage où ça devient banalisé. Et moi, du coup, j'avais une question. Est-ce que toi, justement, il y a eu un moment dans ta vie, parce que tu disais justement que tu t'en es sorti et c'est trop bien, mais est-ce qu'il y a eu un moment justement dans ta vie où en fait la consommation de ces substances a eu un impact sur ton intimité, tu vois, sur ta vie, sur ta manière de parler avec les gens, sur ta manière de vivre, tout simplement. Fort, parce que moi, ça a été au moment où j'étais dans mon déni de dépression. C'est-à-dire que déjà, moi, j'avais un rapport avec l'alcool où j'avais un certain problème. Et ça, c'est un fait où je trouve foncièrement que déjà, la plupart des Français, on a un problème avec l'alcool. Dans le sens où c'est tellement démocratisé, naturellement, vu que c'est autorisé. Mais que ce soit un verre de bière, un verre de vin nat, I don't know, long drink, je sais pas. Déjà, quand on a l'habitude de voir des gens dans des espaces de soirée, ou même de dîner, de fête, c'est direct. T'as quelque chose dans la main, c'est un verre d'alcool. Déjà, ça c'est fait. Et que même, au final, tu peux ne pas forcément avoir l'envie de le faire. Mais tu vas quand même le faire, Je dois le faire, parce que vas-y, c'est ça qui va me donner cette envie. Tu vois, alors que si tu t'écoutes de base, en fait, tu n'as pas envie. Mais même, tu n'as même pas peut-être forcément envie d'aller à cet événement. Mais est-ce que toi, justement, tout ça, en fait, tu vois, cette évolution dans ta consommation, ça a transformé tes rapports avec les gens? Totalement. C'est-à-dire que moi, à travers mon déni de dépression, en fait, je m'étais séparé de mon ancienne relation, où après, à travers cette relation-là, je faisais comme si tout allait bien. Alors que, en fait, ça n'allait pas depuis un bon moment. C'est-à-dire que même pendant cette relation-là, ça n'allait pas, et ça venait d'une problématique où j'avais un mal-être en moi, où je l'occultais, je faisais semblant que ça allait, et du coup, plus le temps passait, plus je fonçais tête baissée. Alors qu'en vrai, là, avec du recul, je sais que cette problématique-là, c'était par rapport à moi, ma condition d'homme par rapport à la figure paternelle que je n'avais pas eue. Mais ça, je l'ai compris maintenant. Parce que je l'ai compris à travers des phases que je faisais durant cette relation dont je parlais, où j'avais le manque du daron qui est arrivé à des moments où j'étais déjà dans des états seconds, où mon ex supportait ça, mais ne comprenait pas. Et moi, je n'assumais pas ce fait-là. Du coup, à la fin de cette relation-là, j'étais là en mode, tout va bien les gars, en fait, fausse alerte. Sauf que petit à petit... Tu t'es enfoncé dans un bail, quoi. Je me suis enfoncé. Les gens, les proches, ils me reconnaissaient de moins en moins. Sauf que moi, j'avais un discours et mon schéma déjà fait, tout allait bien. Je savais exactement les réponses que je devais dire. J'avais réponse à toutes les questions, dans toutes les interrogations que les gens se posaient à mon égard. J'étais là en mode, t'inquiète pas, tout va bien. Mais j'étais en clown triste. Ça n'allait pas du tout, jusqu'au moment où je craque, mais littéralement. Et ça, j'ai pu crever l'abcès grâce à Isma, un ami qui m'est très cher et qui est aussi mon manager au passage. Et là, ils m'ont attrapé en sandwich. Ils m'ont dit, Max, ça va pas. Arrête de mentir, frérot. Et c'est là où j'ai craqué, j'ai explosé. Et en fait, au moment où j'ai explosé, c'est là où je me suis dit en mode, damn, en fait, ça va vraiment pas. Et l'acceptation, en fait, que ça va pas, c'est OK. Et en fait, le fait d'avoir fait toute cette mascarade, l'avoir orchestrée à vouloir me mettre en perso et me montrer que ça allait, et ben ça a encore plus fait écho, ça a créé encore plus ce fossé. Je ça allait pas. Je me suis recroquevillé sur moi-même. Et là, avec du recul, je me rappelle à quel point j'étais triste. Et ce qui m'a permis de savoir pourquoi j'étais triste, c'était l'une des dernières notes, le point d'orgue de cette phase tellement deep de ma vie où j'étais trop triste. C'est un des sons de mon album qui est vraiment très, 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 très fort, qui s'appelle Like Father, Like Son. Ce son-là, je l'ai fait, c'était la veille de mon anniversaire. J'étais tellement triste. C'était fou parce que
Je faisais comme si tout allait bien, tu vois. Et c'était avec un producteur que j'adore, qui s'appelle Sacha Ruti. Et It's okay. Tout va ça bien. va, tu connais, Je sais, c'est la maison, sans toi. Et en gros, j'arrive, je posais, et Sacha, il me dit, vas-y, viens, viens, on opère d'une manière assez spéciale que j'avais jamais faite auparavant. Il me dit, là, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me fasses écouter des musiques sénégalaises et qu'on s'inspire d'une musique, tu vois. Du coup, je lui fais écouter plein de sons sénégalais, du ballard, c'est la spécialité, c'est le genre. Et là, on tripe sur un de mes sons préférés de Viviane Dour. C'est une figure de ouf au Sénégal, c'est un peu notre Céline Dion. Entre autres, bon, on en a plusieurs, mais... Celle-là, c'est une des Céline Dion. Elle est trop forte, genre, surtout son premier album, il est incroyable. Et il y a un son qui s'appelle Baye. Baye, ça veut dire père en sénégalais. Et dans ce son, il exprime différents aspects de l'abandon du daron. Tu vois. Le daron qui part émigrer, principalement. Bien sûr. Tu vois, et qui revient une fois par an, alors que tu es en Afrique. Le daron qui a 2 télés, 2 canapés. Le daron qui n'est pas là, tout simplement, qui est mort. Le daron qui a retourné sa veste. Plein de formes différentes. Et du coup, Sacha, il kiffe sur ce son-là. Il me dit, vas-y, on s'inspire de celui-là. Ok. Moi, de base, il connaissait pas ton histoire? De ce fait-là, vu qu'il a choisi ce son, il l'a compris parce que je lui ai expliqué. Parce que moi, de base, j'étais arrivé dans l'idée de faire un son en mode, allez, on fait bouger les hanches, tout se passe bien. Tu vois. Alors que non, c'était pas ça le thème. Je suis arrivé, il a commencé à faire les notes de ce son, il les a samplés un peu plus ou moins. J'avais du mal à parler d'autre chose. Et dans ce son-là, même tu me vois quand je chante, tu peux m'entendre pleurer parce que ma voix, elle grince et elle est stridente de ouf. Et par exemple, ce son-là, j'arrivais pas à le jouer avant. Aujourd'hui, tu y arrives? Au moment où j'ai arrêté de boire, c'est la première fois que j'ai arrêté de boire totalement et de mettre un terme à ça. Parce que il y a un truc qui est fou, c'est que voilà, quand on a certaines épines, moi, il s'est avéré que c'était vraiment l'alcool ou du fait qu'en France et dans tellement de pays à travers le monde, c'est banalisé, c'est un truc, c'est OK. Alors que moi, c'est un truc qui ne me convenait pas et je l'ai compris maintenant, aujourd'hui. Je n'arrivais pas à avoir ce voile qu'il y avait. Et de ce fait, au moment où me venait l'idée de jouer ce son, j'écoutais juste les notes, je fondais en larmes. Parce que ça me confrontait au fait que j'étais pas bien, ça me confrontait à tellement de choses difficiles. Et j'oublierai jamais, la première fois que j'ai pu le jouer, c'était l'année dernière. Oh, waouh! Pendant le ramadan. Et j'avais refait le ramadan, alors que ça faisait un moment que je l'avais plus fait parce que déjà j'avais un problème avec ma foi ces dernières années où je culpabilisais par rapport à mon rythme de vie, à mon hygiène de vie. Je n'arrivais pas forcément à être moi-même. Du coup, je n'arrivais pas forcément à faire le ramadan correctement, à faire... avoir une routine spirituelle. Voilà, je suis quelqu'un de très pieux de base. J'ai une éducation musulmane d'envergure qui est exceptionnelle. Voilà, je respecte énormément de choses dans l'islam et je trouve que j'ai une relation vraiment très saine de base avec, et que j'ai quitté durant ces dernières années, et j'ai quitté pendant un bon moment où j'avais plus vraiment ce rapport si important pour moi. Tu vois. Je vois. Et au moment où j'ai refait le ramadan vraiment entièrement, que j'avais plus fait depuis un moment, c'est là où j'ai joué ce son-là et que j'ai pu le jouer. Et je le joue là maintenant jusqu'à présent. Là, je l'ai joué encore la semaine dernière. Et ça te fait du bien? Ça me fait du bien. Et en fait, le fait de l'avoir rejoué, le fait de l'avoir réussi à le jouer, ce qui m'a fait comprendre aussi la problématique foncièrement et le fait que ce qui n'allait pas. Ce qui a vraiment été un tournant dans ma vie, c'est quand j'ai embrassé une nouvelle fois ma foi. C'est ça qui a été complètement changé ta vie. C'est là où j'ai pu transposer ce que j'ai été et articuler ça avec ce que je voulais être. Je vois. Sans prêter préjudice à ce que j'ai été. C'est trop important. Je n'aurai jamais honte de ce que j'ai été. Et c'est trop important de comprendre et d'accepter. Parce que sans cette acceptation-là, je n'aurais jamais pu être là devant toi. Exactement. En train de te dire tout ça. Bien sûr. Et même malgré ces larmes qui coulent, c'est juste afin d'exprimer aussi la profondeur du mal-être
qui encouraient à cette époque, qui m'encombrait, et qui restera à jamais une partie de moi, quoi. Et c'est pas parce que aujourd'hui, j'en repleure avec nostalgie, mais toujours avec une certaine mélancolie, parce que on revient de loin. J'étais vraiment pas bien. Mais et c'est fou comment tu peux ne pas être bien et passer du jour au lendemain, continuer et à faire semblant que ça va, et que les gens ne peuvent ne pas s'en rendre compte, parce que chacun a ses problèmes, chacun a sa vie. Chacun a sa vie, mais je pense aussi que parfois les gens ont peur aussi de parler, tu vois. Ils ne veulent pas affronter aussi. Et ils veulent pas affronter parce qu'on est aussi un miroir pour eux, tu vois. Il y a un truc que je trouvais hyper important dans ce que tu as dit. D'une part, tu as parlé de résilience et de l'importance d'accepter les choses et d'accepter ce par quoi on est passé. Accepter en fait qu'on n'a pas été la meilleure version de soi. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes dans le parcours vers la guérison quand tu as été en dépression. Mais un des trucs qui m'a grave marqué dans ce que tu as dit, c'est que tu as parlé de Lala, c'est que tu as parlé de Bonnie Banane, c'est que tu as parlé de Isma, de ton entourage en fait. Et j'avais 3 dernières questions à te poser du coup. La première, en quoi c'est important pour toi justement d'avoir des personnes qui voient Magay avant de voir le Duke? En quoi c'est important pour toi d'avoir un entourage solide comme ça, qui te dit la vérité, qui te dit « je t'aime, mais il faut que tu vois que ça va pas là ». C'est mon reflet, c'est ce que je suis, parce que j'ai la chance d'avoir tellement de gens auprès de moi où on est cette génération-là où nous on est une grande famille, comme tu le sais très bien, on est une grande famille, et que même si on a des... Moi j'ai grandi, je suis parisien, j'ai grandi à Paris, outre le fait que j'ai vécu un moment au Sénégal pendant 2 ans, j'ai grandi ici, j'ai beaucoup de proches. J'ai eu la chance d'être entouré de beaucoup de femmes, déjà. C'est-à-dire que sur 10 proches, les 6, 7, c'est des femmes. J'ai 3 potes gars. La plupart, c'est pour regarder le foot, tu vois. Mais j'ai vraiment, vraiment énormément d'amis femmes. J'ai grandi avec elles. C'est comme la dernière fois avec ma femme. On regardait mes photos Facebook. Sérieux? Depuis le lycée. Mais elle me disait, mais toi, t'es entouré que de go, toi. Et c'est incroyable. C'est fou, parce qu'en vrai, j'ai toujours eu cette énergie-là où j'ai toujours eu plein de copines. J'ai toujours été plus à l'aise avec les femmes, parce que, je sais pas si c'est ma sensibilité ou c'est la manière dont j'accueille les choses, ou bien même, je sais pas comment te dire. Mais t'as principalement été dans ta vie entourée de femmes, tout le temps. Déjà, ma forte reine, ma mère, avec qui j'ai grandi, où j'ai vraiment eu une relation de... c'était ma meilleure amie, ça. C'est pour ça que même pendant ces années sombres de ma vie où j'étais dans ce déni-là, elle n'était pas là non plus. Et c'est pour ça que ça a vraiment... Le jour où j'ai vraiment commencé à aller mieux dans ma vie, c'est le jour où je lui ai annoncé le fait que j'étais pas bien. Et ça a été Et elle m'a clairement dit, Mag, en fait, tu serais pas venu, ça aurait continué. Elle m'a dit, tu comprends pas que même si tu me dis pas forcément les termes, c'est important, tu vois. Ce podcast, en fait, il se fait aujourd'hui dans ces conditions-là. Donc, on est vraiment sur un set magnifique. Je suis trop contente et j'espère que vous le voyez aussi. C'était très important pour moi de vous offrir cette émission de cette façon-là. Et elle se fait avec le grand soutien d'Azix. Merci beaucoup, Azix. Et en fait, le claim d'Azix, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et t'es quelqu'un, t'es un artiste, tu bouges beaucoup. Tu bouges surtout beaucoup sur scène. Et je voulais savoir, qu'est-ce que justement la phrase « un esprit sain dans un corps sain » signifie pour toi, premièrement, et quel type de mouvement, en fait, te fait du bien, tu vois, au quotidien? Qu'est-ce qui te fait du bien, tu vois, quand tu bouges, etc. Parce qu'on a tous, en fait, chacun un type de mouvement qui nous correspond, tu vois, et qui nous convient le mieux. Et je voulais savoir quel était le tien, et surtout qu'est-ce qu'un esprit sain dans un corps sain t'évoque? Alors, esprit sain dans un corps sain, ça me rappelle ce que ma prof d'expression scénique, Virginia, que je salue, nous disait à mon groupe, à Douran et Bamaou et moi, c'est déjà l'importance de performer sobre et bien, hygiène de vie correcte, primordiale dans la vie. Nous, on l'a regardé en mode, ouais, c'est ça, Virginia. Elle me disait, Mag, tu verras, le jour où tu vas jouer sobre, tu vas comprendre. Et c'est le jour où j'ai joué sobre, c'est là où j'ai fait Like Father Like Son. Et c'est là où j'ai compris. Je dis, non, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit la première fois que j'ai joué, tu vois. À quel point c'était important. Et dans ma tête, j'ai dit, plus jamais je joue déchiré, tu vois ou pas?
no bédo, no rien, gingembre. Oh, bah, clémentine, je sais pas, banane, en tout cas, ça c'est dingue, tu vois. Je te rappelle quand on était avec Mariana, on s'était vu une fois et je Bien vous avais dit, sûr, je me rappelle très très bien. J'avais dit que j'avais arrêté, j'avais arrêté de boire. Ouais, je me rappelle. J'avais commencé à prendre ce temps, c'était il y a déjà un an. C'est à un an. Et bah, c'est depuis ce moment-là. Après, en fait, on te demande toujours plus. Bien sûr. En fait, tu vas vers un rapport d'excellence avec toi-même. Exactement. Parce que dès lors que tu te choisis, tu veux mieux dormir, mieux vivre, mieux consommer, mieux t'entourer, mieux aimer aussi, mieux te comporter. Ouais. Et c'est un engrenage, mais c'est un cercle vertueux. Exactement. Et tu vas vers du mieux. Et ouais, c'était important pour moi de savoir ça. Et là, regarde. Et là, on est là. Et on parle de santé mentale. C'est quand même exceptionnel. J'aime trop. J'avais une toute dernière question à te poser. Parce qu'on a beaucoup parlé, et tu m'as parlé justement de ton parcours et de ce par quoi t'es passé. Aujourd'hui, tu vois, le Magaye d'aujourd'hui, comment est-ce qu'il prend soin de sa santé mentale? Il se remet beaucoup en question. Là, je me remets beaucoup en question. J'ai pas peur de me remettre en question. Parce qu'on a, malheureusement, trop de facilité à pouvoir faire comme si rien ne s'était passé. Et rester dans ce beau brouillard. Surtout à Paris, alors là c'est easy, genre avec tous les artefacts qui sont présents, qui se présentent à nous en termes d'événements, en termes de lieux, en termes de ragots, en termes de dires, de superficialité. Tu peux vraiment passer tout ton temps et faire comme si tout allait bien. Sauf que là, en fait, le fait d'avoir fait le chemin inverse, comme on l'a si bien dit, comme tu l'as si bien souligné, et le fait de comprendre que ça allait pas, ça m'a permis de me remettre en question et d'être présent et de me rapprocher de ma religion, ce qui me permet d'être dans cette reconnaissance déjà personnelle, au final. Et aussi, à travers ça, j'ai essayé de demander pardon déjà même à la plupart des personnes à qui j'ai fait du tort, sans m'en rendre compte. Ou bien en m'en rendant compte aussi. C'est important de faire comprendre à des gens que tu as pu gêner, que tu as pu peiner, que tu as pu heurter, leur demander pardon. Parce que tu penses peut-être que toi, c'est OK que tu leur as dit, alors qu'eux, ils ont besoin, en fait. Ils en ont besoin, ça leur fait du bien. Bien sûr. Et toi, en leur disant ça te fait un bien en retour. C'est comme, par exemple, à mon ex-relation, quand je t'ai dit que je lui ai dit à quel point elle, tu vois, j'ai vu dans ses yeux à quel point c'était important pour elle. Pour son... Et qu'elle attendait ça depuis avancer, si longtemps. Bien sûr. Et que, en fait, j'ai eu l'aisance et la capacité de lui dire ça à travers aussi mon cheminement, ma reconstruction. Et c'est ce qui a fait que cette conversation, elle a été magnifique. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais dire à travers ça, quoi. C'est vraiment important. Et merci à toi. Merci à toi, Stensia, parce que c'est toujours un plaisir. Et tu sais pas à quel point, déjà, la première fois qu'on a fait cette interview, c'était un travail, un exercice de vie tellement fort pour moi. Je me souviens quand on était à la commune, on avait commencé à le faire. Bref, toutes ces étapes-là, on en est à là. Tu fais ça, je trouve ça tellement fort, tellement important. Bravo, vraiment.